une émission présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. Produite par France du Futur. Encre halogène. Deuxième émission de cette année 2026, Encre halogène, l'émission qui sort de l'ombre la littérature de l'ombre. L'émission qui déterre les injustement méconnus qui peuplent les rayonnages ou qui sont parfois injustement, lapsus, absents des rayonnages. La dernière fois, nous parlions d'un texte de 2025. J'ai voulu être un peu plus woke aujourd'hui en abordant un texte de la rentrée littéraire de cet hiver 2026. Le texte d'une jeune autrice, c'est son premier roman, née en 1985, journaliste, directrice de la rédaction des Inrecuptibles. Elle publie son premier roman, L'Enthousiasme. Je vous en lis le résumé, mais d'abord, je salue nos intellectuels qui sont là ce soir. Gilles Vien, Christine Foin, Catherine Hacker, Adalbonse Renard. Je vous remercie d'être là pour parler ensemble de très très grande littérature. Alors, L'Enthousiasme, Carole Boinet. Une femme s'absente de Paris. Vous faites un blinis de saumon, monsieur, pendant que je suis en train de faire le résumé. Oui, tout à fait. Je le pose sur l'ancien texte qui me sert d'assiette. Une femme s'absente de Paris et se réfugie en Bretagne, dans la maison familiale quasiment vide. Je le lis déjà avec des trémolos dans la voix. C'est émouvant. Elle est fatiguée de ses virées nocturnes, de son rapport à l'alcool, au sexe. Au cours d'une promenade, un chien se jette sur elle, et comme par réflexe, la voilà le propulsant brutalement en contrebas. Quelque temps après, le propriétaire du chien frappe à sa porte. Intense, là je lis la 4e de couverture, dans toutes les bonnes librairies. Pas dans toutes, mais dans les bonnes. À l'imaginaire obsédant, L'Enthousiasme est une réflexion sur la violence, la reconquête de soi et la possibilité de l'amour. C'est paru chez Stock, en cette rentrée 2026. C'est un extrait absolument déchirant par lequel nous allons commencer l'émission. Un souvenir d'enfance de la narratrice. Est-ce une autofiction? N'en est-ce pas une? Nous ne savons pas, mais je ne pense pas. C'est un roman. Un souvenir d'enfance, Freud dirait, je crois, un souvenir fondateur. Hein, comment dit-il déjà? L'ombélique sombre autour duquel gravite les signes. Non, un autre terme. La Madeleine de Proust. Non, l'origine, le souvenir premier, peut-être. Bon, bref. Lisons ce texte. Elle revoit sa grand-mère se lever pour préparer un petit chocolat au lait, disait-elle. « Tu prendras bien un petit chocolat !» disait-elle exactement. « Avec des tartines de beurre ! Tiens, prends donc le pain, qui est dans la panière à pain !» Elle roulait les R. Elle avait tout fait pour gommer son accent, pour qu'on n'entende plus la campagne onduler dans ses phrases, pour qu'on la prenne pour une fille de la ville, qu'on la respecte, qu'on ne sente pas le purin dans sa bouche, qu'on ne voit pas les poules, les lapins, les vaches bouffer ses mots, pour échapper et devenir. Pourtant, le R résistait. Le R qui ne cessait de rouler. On aurait pu la prendre pour... Mais non, elle restait une fille de la campagne qui avait tué des lapins, des cochons, des poulets, à main nue, qui avait sorti les veaux du cul de la vache, qui avait tiré sur les mamelles, qui avait vu des garçons pénétrer des juments, qui avait vu des garçons se branler les uns les autres, dans les fourrés, qui avait vu ses parents compter l'argent en grimaçant. Le feu était éteint, elle le laissait refroidir quelques secondes, le temps qu'une mince croûte de crème se forme sur le dessus. Car c'était du lait entier. Attention, ne pas se tromper, disait-elle en riant. Cette crème, c'était le meilleur, ce qu'elle s'amusait à casser à l'aide de sa grande cuillère avant de l'enfourner dans sa bouche. Avidement, des filets s'échappant de ses lèvres, du chocolat qui barbouillant déjà la bouche, goûtant sur son t-shirt. Mais tant pis, on le mettrait à laver, mamie. T'inquiète pas. La grand-mère souriait derrière ses lunettes carrées. Elle trempait ses tartines dans du chocolat si doux qu'il arrêtait le temps. Nouait l'enthousiasme au cœur avec un fil de sucre. Sa grand-mère souriait derrière ses lunettes carrées
et la gifle en avait été d'autant plus forte. Elle l'a pris en pleine face, avec la tartine qui lui tomba des mains dans le chocolat et le liquide qui tacha un peu la nappe cirée qu'elle avait salie. Enfin, Elle n'a jamais joui, elle dit. La grand-mère avait sorti ça, comme ça. Elle avait retiré ses lunettes, qu'elle avait essuyées délicatement avec le torchon qui traînait sur la nappe cirée. Le torchon qui était toujours propre chez elle, comme s'il n'essuyait rien, comme s'il n'était pas torchon. Tout était propre chez elle, rien ne dépassait. Il n'aurait pas fallu que la vie vive. Ça sentait déjà la mort, à plein nez. L'hygiène qui annonçait la faim. La tartine était tombée, le chocolat avait éclaboussé la nappe cirée. Elle s'était levée précipitamment, avait attrapé une éponge, essuyé la tache de chocolat qui glissait sur la nappe. Vivante, la tache, cavalant sur la table, comme une rivière. Elle n'avait jamais joui. Elle voulait qu'on lui dise ce que ça faisait de jouir. Elle employait ce terme, jouir. Ce terme qui ne lui semblait pas familier. Sa bouche peinait à le prononcer, à le lâcher. Elle traînait sur le J, puis le balançait comme une petite pierre de ricochet, tac, envoyé. Jouir, ça formait comme un O dans sa bouche qui peinait à lâcher le mot, ce mot si vulgaire pour elle. La grand-mère, si sale. Et pourtant elle le dit avec ses lunettes carrées et son torchon à portée de main. Jouis, je n'ai jamais joui, jouis. Elle le répéta 2 fois comme pour bien mesurer la portée de ce qu'elle venait de dire, que ce mot-là, ce mot de jouir, était bien sorti d'elle-même. j'ai un Oui, titre à proposer pour ce texte. oui. Je sais pas si vous dire. Fragment d'un discours embourbeux. Oui. Monsieur vient. C'est Ça vient. bon, c'est un texte sur la culpabilité. C'est comme hein, donc, de toute façon. Là, on est tout à fait dans Dans la généalogie. la culpabilité généalogique. Tout est, tous les éléments sont là, en tout cas, on ne peut pas s'en échapper. Enfin, on porte la souffrance de ces femmes. Hein. Enfin, on est pris dans un drame social, en réalité. Hein. Et un drame qui nous est asséné, qui nous est répété, qui nous est décrit dans les détails les plus... dans les moindres détails. Cela dit, au-delà de cette confession de la grand-mère, qui est au cœur du texte, on est aussi sur une écriture extrêmement sensorielle. On sent toutes ces matières qui se mélangent, C'est très flaubertien. qui font ça, d'ailleurs. réminiscence. Non, c'est très Mais oui, puanteur flaubertienne. Mais oui. Ouais. Truc, tout ça fait réminiscence. Et la langue roule. On voit que la langue roule hein, dans ce texte. Hein. C'est quelque chose... on est beaucoup Oui, beaucoup j'aurais envie de d'anaphores. citer Novarina, paix à son âme d'ailleurs. Paix à son âme. Cette Paix, parole, c'est les logaèdres qui s'incarnent sur cette page. Mm. C'est le jouir qu'elle n'a pas vécu, C'est ce R qui ne qui cessait de s'incarne rouler. dans la matérialité du mot, qui se vit. J'ai beaucoup aimé cette phrase d'ailleurs. Il n'aurait pas fallu que la vie vive. Mhm. Mmh. Mhm. Ah oui, bien sûr. Madame Hacker, il vous tenait à cœur de parler de ce texte. Oui, c'était... Moi, il me semble important parce que comme ce qu'on a pu voir dans la première émission, il y a quand même ce retour à l'acte sexuel qui, pour moi, est quand même la base de notre... Enfin, bon, bref. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a le mot est décortiqué. Effectivement, il y a toutes ces sensations qu'on décortique, ça va lentement. Et il y a ce jouit qui devient, parce qu'on parle beaucoup du R qui roule, qui devient jouir. Alors, le jouit, d'un coup, il devient action. Voilà. Et c'est ce qu'elle donne. C'est la seule action du texte d'ailleurs. C'est ce qu'elle donne à sa petite fille. C'est la possibilité de ne pas être agi par le jouit, mais de jouir. Avec ces airs qui roulent depuis le début pour arriver. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Elle prépare le terrain. Voilà, prépare pour le dire, terrain. voilà, nous, ces nouvelles femmes, Oui. La génération du seront jouir. dans l'agir. Oui. Et moi, vraiment, là, je vois une... Mais qu'est-ce qu'elles feront Attendez, ne pas coupez pas la Je parole, monsieur. vois, pour moi, là, on a vraiment le texte d'un Édouard Louis au féminin, finalement, et breton, et non pas D'un picard. Édouard jouit. Oui, exactement.
avec voilà toute cette question de la classe, d'où on vient, comment s'en sortir, on sent le purin, on sent le cochon et les poules, et comment remplacer ça par par une nouvelle vie qu'on va vivre. Moi, je pense qu'il est temps d'en venir... on parlait de Flaubert, il y a quand même ces étages du chocolat, le chocolat, la mousse, moi, ça me fait penser à la pièce montée de... Enfin, je veux dire par là qu'on n'est pas juste dans l'effet de réel, qu'il y a toute une mythologie qui... Oui, c'est très clair. La mousse, on sait ce que c'est, enfin, on va pas... C'est l'écume Oui. de l'acte. Voilà. Mais Oh pardon, monsieur vient, nous sommes sur de la trivialité, excusez-moi. Non, pas du tout. Écoutez, je vous laisse parler, chacun a le droit à la parole. Mais je voudrais réagir à ce que disait tout à l'heure Catherine. Catherine. Est-ce qu'on est vraiment dans l'action ? Est-ce qu'on est... Parce que moi, ce que j'ai noté quand même, c'est que ce jouir, il arrive après d'autres infinitifs. On a un texte qui est tout de même un peu programmatique, qui n'est pas encore advenu. On n'est pas encore, précisément, on n'est pas du tout dans la réalisation. Échapper, devenir, ne pas se tromper, jouir. On sent que c'est de l'imprécation. C'est un texte qui est chargé d'intention. Est-ce que l'action est là, Oui, réellement ? mais vous avez quelqu'un qui a fait L'accident, dans sa jeunesse oui, du théâtre à côté, qui a beaucoup joué la parole de Pascal Rambert, qui est une parole performative, et Oui. là, vous l'avez lu comme ça, vous. Oui, c'est vrai qu'on peut le lire comme ça. Oui, je joue comme ça, et aussi quand même sur... Moi, je vois beaucoup de transmission, de ces empêchements qui, comme la crème, se cassent à la cuillère, quoi. Oui, en fait, ce qui nous gêne dans le texte, il y a quelque chose de cringe dans ce texte, non ? Non, moi non. Pour moi, cette sexualité, mais je comprends d'où elle vient et pourquoi elle parle de cette grand-mère à qui on n'a pas finalement proposé l'opportunité d'accéder à ces sensations de femme. Mais non, en fait, on est plutôt sur un c'est témoignage tragique quand même. assez sincère, assez... elle se déshabille, elle se met à nu et... Oui, et puis comme disait Mallarmé, puis Ovidie, la chair est triste. Et Hélas. Le feu était éteint. C'est écrit dans le texte. Oui. Ce qui m'interroge tout de même, c'est que cette envie de jouir passe par la souillure. On est sur... la description... C'est la première fois que le torchon servait Mais comme oui. torchon. Comme s'il n'était pas torchon. Mm. Est-il écrit plus loin Oui. beaucoup cette personnification du torchon d'ailleurs. On est dans... Je sais pas si vous avez lu ce texte, La Passion selon GH de Clarice Lispector. Ah oui, bien sûr. Magnifique. Vous l'avez lu Non. Grand texte. J'aime beaucoup. Grand Vous l'avez texte. lu, monsieur Bien sûr. Nous sommes dans cet appartement blanc que seul un insecte va venir entacher. On se perd dans le vertige de l'intimité. Et en même temps, ce souvenir ramène une violence terrible qui est le stigmate de l'appartenance. Qu'on retrouve aussi chez Clarice Lispector, c'est l'appartenance à cette famille sans plaisir, cette famille de boue, cette famille de chocolat, cette famille de tissus qui ne sont pas des tissus. Moi, je vois la nappe comme le tissu du mariage qui doit être souillé pour être sûr de la virginité. Il y a quelque chose quand même qui rejoue, comme si la grand-mère disait on va déjà souiller ce tissu. C'est fini. Elle l'invite en fait à Oui, faire tomber la oui, tartine et à oui. foutre le sable. Oui. Quoi, hein, Voilà. partout. Ouais. Il y a pour moi, c'est un grand extrait C'est un sur goûter l'émancipation. sale. Sur l'émancipation, qui Qui- est autorisée. Exactement. Voilà. Comment on s'autorise Mais alors Comment comment voir, j'ai une apprendre question le pour les sale intellectuels, comment voir ce passage dans la description, dans cet enchâssement de propositions relatives de la scène d'interbranlette, si je peux appeler ça comme ça, et des parents qui comptent leur soupe. Oui, il y a aussi l'idée que le couple n'était Une société matérialiste sans jouissance. pas d'amour. Ouais. Oui, Matérialiste, non, ils sont dénués. Oui, excusez-moi, dénudés, c'est mon prisme. le couple C'est- comme c'est arrangement, le comme bourgeois arrangement gaze qui me financier. fait Ah, oui. voir le texte Oui, ainsi. bourgeois gaze. Absolument. On en reparlera d'ailleurs de ce... Ce premier extrait, oui, qui m'avait totalement échappé, j'avais oublié, on a quelque chose à la dépente, là. Là, Oui. on a... Oui. Oui, Ah oui, c'est- oui. c'est- là, le sale est là. Oui. Ouais.
Moi, j'ai été très choquée quand on a parlé des garçons qui pénètrent les juments. C'était cet acteur avec Gérard Depardieu, comment s'appelle-t-il, ce petit blond, qui disait qu'il aimait beaucoup pénétrer le vagin, dit-on ça, la vulve des jumelles, vous voyez, des juments, pardon, pas des juments. Yann Wax? Non, le grand blond avec la chaussure de cuir. Ah, Pierre Richard. Pierre Richard. J'allais dire Didier Gustin. Paix à son âme. Comme non, il est Novarina. pas du tout mort. Il est pas du tout mort. Pierre Richard. Non? Non. J'y suis allé sous obsèques. Ah, alors autant pour moi. Peut-être que c'était pas le même, non? Non, c'est pas le même, non? Non, il est pas mort. Non, il a fait un Peut-être. film. Pierre Richard de Dordogne ou... Non, l'acteur. Non, j'y étais pas, non, effectivement, pardon, excusez-moi. Alors, quel rapport? Le rapport des hommes et des juments. C'est à leur niveau. C'est devant leur nez, ils se disent tiens, allons-y. Perçons ce grand mystère. La jument, quel est le masculin de jument? Cheval. Un petit cheval? Un petit cheval. Oui, monsieur? Un poney, un âne. Un poney, Un un poney. Un poulain. poulain, Le poulain, c'est marque de l'enfant. chocolat. Ah Excellent. Oh Très fort. Oh Excellent, bien Le sûr. chocolat, Ah oui. principe masculin du texte. Eh. À combattre donc. À chauffer Avec la crème de lait. avec la crème de lait. Mmh. Un régal ce texte. Bien, il va falloir faire ce deuil sur cette scène primitive. Je crois que c'est le mot que je cherchais, la scène primitive. Oh, mais bien Ah, sûr, voilà, voilà. effectivement. Bravo de l'avoir trouvé à la fin. Ça prouve à quel point ce texte était une maïeutique. Nous continuons avec la littérature de Carole Boinet, mais sans plus attendre, Madame Foin va nous livrer son... Le grand concept. Oui, tout à fait. Voilà, je voulais parler du duck gaze. J'avais à cœur d'en parler. On connaît le male... Catherine. Catherine, j'avais à cœur d'en parler. On connaît le male gaze, ce regard en anglais, des hommes cis, hétéros, bourrés de privilèges et qui observent les femmes selon leur perspective, bien sûr. Ce gaze qui a été théorisé par la critique britannique Laura Mulvey en 1975 et qui permet de prendre conscience finalement que l'immense majorité des livres que nous avons lus, l'immense majorité des peintures que nous avons admirées, l'immense majorité des films que nous avons regardés depuis notre naissance l'ont été par la fenêtre d'un homme qui organise, choisit ce qui est visible et qui bien sûr ce qui est désirable. Et alors, quelle tâche titanesque nous avons de déconstruction et qu'il nous faut mener collectivement. Aujourd'hui, voilà, moi je vais vous parler à ce micro du duck gaze. Je suis effarée, très agacée de ce gaze qui me saute aux yeux continuellement, partout où je vais, et qui pourtant, je crois, n'a jamais été encore dénoncé publiquement. Je vais bien sûr parler du regard canard. Celui de cette personne, là encore très souvent un homme cis-hétéro, qui va se sentir à l'aise finalement partout où il va. Le duck gaze, c'est celui du seul animal, on le rappelle, qui peut marcher sur la terre, qui peut voler dans les airs et qui peut nager dans l'eau. Il glisse avec une facilité déconcertante d'un espace à un autre, d'un discours à un autre, plateau télé, vernissage, débat, dîner en ville. Il affiche ce même sourire complice et tend cette même poignée de main engageante. Voilà. Il ne doit pas y avoir d'admiration ici. Hein. Non. Le duck gaze, c'est l'illusion de la polyvalence. C'est une ubiquité sociale qui confond présence et pertinence. À force de vouloir parler à tous, il ne parle à personne. Et à force d'éviter le conflit, il évite le sens. Pour moi, c'est un regard dépolitisé, dangereux. Non pas parce qu'il serait neutre, mais parce que précisément, il refuse le risque. C'est finalement le regard du lâche. Le duck gaze, finalement, c'est celui du canard, qui, à force de ne pas vouloir se mouiller, se contente de flotter. Le grand concept. Eh bien, ça me fait plaisir, parce que là, on est dans un vrai female gaze dans ce texte. Écoutez, je ne pouvais plus le garder pour moi, là, Oui. je bouillais. Voilà. Finalement, un gaze en remplace un autre et... Ah Voilà. non, les gays sont conjoints. Bien. Non, Alors, Le duck est l'archétype du on violeur, va, monsieur. on va pas parler de duck, mais de dog dans ce texte. Et peut-être que le dog sera un relais du duck gaze. Nous verrons. D'accord. C'est la scène... alors, ce n'est pas la scène primitive de la narratrice, mais c'est un peu la scène originelle du roman. Voilà, je vous ai parlé de ce chien, etc. Ce propriétaire du chien. Voilà ce qu'il en est. Nouvel extrait. Le chien est dans un sale état. Le sang a séché. Des morceaux de cervelle sont collés au rocher. La langue pend.
Un œil sort de son orbite, les pattes sont tordues. Elle détourne le regard, ce serait comme vomir au funérarium, ça ne peut pas se faire sans aucun prétexte. Ce n'est même pas drôle ni compréhensible, non. Elle respire calmement, pense aux pingouins sur la banquise, seule image à même de l'apaiser en situation de panique. Des pingouins avançant sur une banquise, de leur démarche étrange, comme s'ils tanguaient chorégraphie d'ivresse et d'enfance. Le maître du chien est maintenant pendu au téléphone. Elle comprend qu'il parle aux pompiers. Je capte mal. Sur une plage, m'entendez? C'est un chien, ouais, mon chien. Pied de la falaise, ouais, c'est un accident. La jeune fille, mais non, elle a rien du tout, c'est mon chien, je vous dis. Il finit par accrocher. Non mais ils veulent pas finir car le chien est déjà mort. C'est plus de leur ressort, il faut que je le porte moi-même. La mer continue de monter. Elle sera haute à 20h, c'est un tort. C'est un fort coefficient. Elle aimerait qu'il lâche le chien et qu'il la baise, là, maintenant. Je vais vous aider à le porter. Il la regarde, les yeux comme des fentes, et dit « Je prends les pattes avant, prenez les pattes arrière. » Elle se dit qu'ils ont de la chance que l'accident soit survenu en été et qu'il fasse suffisamment jour pour que le sentier soit éclairé. Elle attrape les pattes arrière et soulève en même temps que le maître du chien. Elle chancelle. Le corps est lourd. Me voici de nouveau accroupie, position qu'elle trouve ridicule, voire gênante, dans son évocation des toilettes, les genoux craquant sous la pliure. Elle a envie de l'inviter à se relever, mais elle risquerait de vomir si elle ouvrait la bouche. Elle le regarde. Elle se demande quel âge il peut bien avoir, ce qu'il peut faire dans la vie. Ce qu'il faisait d'ailleurs sur ce sentier des douaniers s'il habite dans les parages, comment il se sent là maintenant face à son chien qu'elle vient de jeter du haut de la falaise car elle sentait ses crocs tout près de son cou, alors même que l'enthousiasme venait de ressurgir. Quelques heures avant, peut-être, ne se serait-elle pas débattue? Peut-être se serait-elle laissée mordre, déchiquetée même, laissant le chien ouvrir la couenne pour faire couler le sang le long des seins, le sang contournant les grains de beauté pour finir par tournoyer dans le nombril comme l'eau s'écoule du bain. Peut-être n'aurait-elle pas eu le sursaut de vie quelques heures auparavant si l'enthousiasme n'était pas monté le long du sexe comme du lierre, toquant à ses reins, son estomac, ses seins, son cou, son nez, ses yeux et sa tête. Mais voilà, il y eut l'horizon clair et dégagé, l'enthousiasme en explosion et la brûlure du souvenir qu'elle avait chassé d'un mouvement de tête. Parce que c'était un peu trop d'un coup. Ça risquait de tuer l'enthousiasme qui lui reprenait le sexe et le cou. Elle regarde le maître du chien, revoyant l'après-midi, la scène, l'accident, se demandant s'il s'agit d'une coïncidence ou si elle était destinée à rencontrer ce type, se demandant s'il s'agit d'un mauvais présage, s'il y a une ombre au tableau. Ça sonne faux. Elle en a conscience, mais enfin, c'est ainsi. Un horizon dégagé, un enthousiasme, un chemin, la peur, un chien, la mort qui s'invite dans un cadre paisible. Si paisible avec les pins dressés tout là-haut, la couverture de fougères vertes légèrement jaunie par le soleil et cette bruyère rose violacée qui teinte au soleil. Il caresse les poils du chien en pleurant doucement, comme si les larmes tombaient toutes seules dans sa barbe, comme s'il ne pleurait pas, que de l'eau s'écoulait simplement doucement, l'air de rien dans ses yeux, des yeux de nourrisson, comme si les larmes n'étaient pas salées mais d'eau douce, des larmes qui ne piquent pas les yeux. Il renifle et lui donne envie de pleurer, se mettre avec sa main sur le chien et l'œil du chien qui sort. Elle détourne le regard, le plonge dans la mer, loin dans l'horizon. La lumière est claire encore, il fait bleu et doux. C'est un ciel de fin d'après-midi d'été, à l'heure où l'air mélancolie saisit le ventre. Elle se laisse dériver et rêve de lécher ses larmes pour le calmer, de lui passer les doigts sur les commissures des lèvres, de les lécher elles aussi pour le soigner, pour le panser. Elle songe à lui caresser les cheveux qu'il a mis longs, emmêlés, et la nuque, et même à le baiser là, sur le corps du chien, avec sa queue entre ses jambes à elle, ou peut-être par derrière, oui, la tête frappant le sable, et les fesses qui claquent, et les seins lourds, tout roses et tout durs. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que vous aussi. Peut-être on a besoin de s'aérer l'esprit, je voudrais lire une fable. Chacun se trompe ici-bas.
On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre. Aux chiens dont parlent les Opes, il faut les renvoyer. Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée, la quitta pour l'image, et pensa se noyer. La rivière devint tout à coup agitée. À tout peine, il regagna les bords, et n'eut ni l'ombre ni le corps de cette expression. Choisir la proie Pour l'ombre. pour l'ombre. Non, perdre la proie pour l'ombre. Perdre. C'est ça. Pour l'ombre. Là, c'est un peu ça dans ce texte quand même. Enfin, c'est un peu un inverse, c'est-à-dire que tu es un chien, mène. Combattre le chien en vient à se soumettre. Mène à se soumettre au chien suprême. Non, je sais pas, Oui. Oui, je sens, je suis débordé par une hypothèse qui me paraît importante Ouais. de dénoncer ici. On est tout à fait dans la culpabilité, ici il n'y a aucun doute, mais on va plus loin. Il n'y a de sexualité que dans la culpabilité. Voilà ce que nous dit ce texte. Et la sexualité ne vient pas... C'est le crime qui permet la sexualité. C'est le crime qui est à l'origine... Enfin, en tout cas, la sexualité féminine, selon l'autrice, ne peut se vivre en dehors, d'abord, de la morbidité, toujours, et en dehors de la culpabilité. Moi, je suis pas du tout d'accord. Là, pour moi, on est sur un... Justement, je le mets en regard de la première scène qu'on a lue. Pour moi, on est sur sur de la réconciliation. Sur de la réconciliation, c'est du sexe, c'est de la réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a un chien qui est vraiment le prolongement de son maître, qui a une agressivité. Oui, c'est-à-dire que c'est l'ancien monde. C'est un chien qui tient... Non, pardon, C'est un chien qui tient Vous son parlez maître de en laisse. l'ombre, pour moi c'est comme l'ombre de l'homme. Est-ce que voilà, c'est fantasmé, il va me manger, il va me dévorer, du sang va couler sur mon nombril, et il va me recouvrir de son sang, enfin voilà. Et là non, il y a la réconciliation, les fantasmes sont morts, et maintenant on a l'homme, et c'est magnifique, et il y a beaucoup de désir, et tout ça est possible. Et tout ça est maintenant possible. Maintenant que toutes ces ombres, que l'ancien monde est mort, on va pouvoir... L'horizon est dégagé, un enthousiasme, un chemin. Voilà, il y a l'idée, quelque chose est percé, on peut cheminer. Voilà, maintenant on peut cheminer l'un à côté de Dans l'autre, les toilettes. avec le cadavre de ces horreurs. Monsieur Renard ? Écoutez, je suis un peu circonspect devant cette réécriture un peu médiocre de la scène d'amour entre Rodolphe et Madame Bovary. Hein. Complètement. Les fougères sont là, la bruyère rose violacée, hein, je n'ai plus la citation exacte en tête, mais Vous ne l'avez jamais le eu, de toute façon. souffle. Voilà, donc il y a un Manger des retournement de radis, situation au lieu de voir Rodolphe baisser son froc et y aller franchement, bah, elle cherche désespérément à trouver cette espèce de Rodolphe de pacotille, à le faire bander, alors que plus elle s'excite, moins lui réagit, et finalement, voilà, une pâle réécriture bovarienne, voilà, c'est ce que je pense. Sauf que le suicide a été évité, ici. Et alors que... Le Avec ce suicide a détail. été évité avec quand même cette amphibologie. Le maître du chien est maintenant pendu au téléphone. Alors, on peut voir la dernière scène de manière apaisée, on peut aussi la voir de manière spectrale. Ne couche-t-elle pas avec le cadavre du maître du chien ? Ah. Puisqu'il est pendu au téléphone. Donc vous partiriez sur une piste plutôt Lautréamont. Absolument. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ça fouille les chairs. Absolument. Et du coup, cet œil devient un Cet détail. œil, cet œil me dégoûte. Il pend, il est collé, il sort, il est sanguinolent. Donc pour vous, c'est vraiment ce traumatisme qu'elle a pu expulser avant de repartir vers un nouvel horizon dégagé. C'est ça dont il s'agit. Oui. Oui, même lui aussi, finalement, on ne parle pas de sa... Son corps réagit, mais on ne parle pas de sa tristesse. Son corps, ses yeux pleurent, mais il n'y a pas de tristesse, il accepte son aide. Moi, je pense qu'il y a un deuil... C'est un fantôme. Non, je crois pas. Justement, je pense qu'il a perdu ses fantômes. Il est lui. Pour moi, enfin, l'incarnation est possible.
Moi, je suis assez d'accord. Je pense que le. C'est Ulysse acceptant la mort de Et Pénélope Mais elle n'est pas morte. Télémaque, Son fils. son fils. A Il est failli. mort, non Non, il l'a sauvé. Ah oui, oh, Non, pardon. non. Alors, un texte très... Moi j'ai l'impression qu'elle se nourrit de la mort des autres. Elle n'était plus qu'un fantôme, elle pensait au suicide, et tout à coup elle doit commettre ce meurtre et tuer ce chien pour à nouveau ressentir du désir, ressentir la vie. Et ensuite elle se nourrit du désir qu'elle a pour cet homme, qui lui est bien en peine. C'est un vampire. Je pense qu'elle veut baiser le chien. Je suis d'accord avec mon collègue. Mm. Je ne pense que l'homme, finalement, ne sert que de prétexte. De façade. Et que. Toutefois, la thèse du vampirisme est séduisante. Il y a un narcissisme exacerbé, macabre dans ce texte, Tout à fait. qui pour moi est la phase positive de la sexualité coupable dont je parlais auparavant. Il y a une phrase qui peut passer totalement inaperçue. Oui, laquelle ? Le principe positif du texte, c'est un peu ces pingouins sur leur Oui, la banquise totalement. Oh là là. qui tanguent, chorégraphie d'ivresse et d'enfance. Là, on sent qu'il y a un amour de soi. Et puis dans cette cette phrase. mère qui continue de monter à cause de ce haut coefficient. Mhm. Elle est là pourquoi ? Pour qu'elle puisse se regarder dedans, tout simplement. Et puis cette mère, MER, Ah. Bien Bon, sûr. je trouve qu'on se perd là, pardon, mais... D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué que Elle parle de sa l'acronyme- grand-mère dans l'extrait précédent, excusez-moi monsieur Mirliza, C'est vrai, c'est vrai. je pense qu'on peut réfléchir à cet Absolument. héritage féminin. Moi, je trouve ça très beau quand même parce que l'homme au téléphone, quand il appelle les pompiers, les secours, il appelle à l'aide, ça finit par il faut que je le porte moi-même, comme s'il y avait quand même une conscience qui arrivait enfin dans cette nouvelle génération de dire il faut que je le porte moi-même. Donc c'est pas basique instinct, quoi. Non, moi je crois pas. C'est plutôt c'est un personnage de Giacometti sur la falaise. Cet Ouais. homme, il est aride, il est dévoré par les vents. Enfin, il est réduit à une pure fonction. Je pense qu'il n'existe qu'elle. Elle déborde sur son monde. Elle se rêve à la fois amante, victime. Elle est aussi l'assassine. Elle est tous les rôles à la C'est fois. une vampe. Elle je suis se- assez d'accord avec ce giacomettisme du texte, cette capacité à saisir des êtres dans leur fondamentalité. Mm. Cette phrase, par exemple, un horizon dégagé, un enthousiasme, un chemin, la peur, Tout à fait. un chien, la mort Tout qui à fait. s'invite. Cette littéralité me touche. Par ailleurs, ça fait penser beaucoup au roman espagnol. On est en plein Picaros. Enfin, c'est la peur, le chien, la mort. On est vraiment dans cette fantasmagorie. On est dans cette imagerie. On n'a pas Très parlé coloré. du fait que c'est... Parce que c'est dit de manière anodine dans le texte, mais c'est elle qui a tué le chien. Ah ben bien Oui, sûr, Bien sûr, elle il l'a l'a attaqué, bien sûr. monsieur. Elle l'a poussé, Il l'a attaqué. elle l'a poussé, Il l'a attaqué. elle l'a poussé. Oui, d'accord. ouais. J'avais pas compris, voilà. En fait, le chien a attaqué. Et Elle l'a poussé. voilà. D'accord. Mais c'est normal que vous n'ayez pas compris dans la mesure où ce texte est parfaitement réversible, puisque il entretient une alternative. C'est tout à fait vrai. Laissant le chien ouvrir la couenne pour faire couler le sang le long de ses seins, on sent que le même narcissisme, la même anticipation du désir que si... que le chien soit mort ou qu'elle soit morte, Oui, c'est ça. on est toujours dans le même fantasme. On Le commence texte est par habité le par... suicide, mais on aurait pu terminer par son décès à elle. C'est une renaissance. Bien, un dernier extrait, parce que ce roman est tellement riche. Tellement Je n'ai pas réussi à choisir seulement 2 extraits. Un dernier extrait qui va nous amener dans une autre dimension de ce roman, sa dimension gothico-fabuliste. Que vous connaissez bien cette autrice, monsieur. Chez Carole Boinet. Oui, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la fantasmagorie. Sur les danses macabres, beaucoup. J'ai entendu dire qu'elle avait une fascination pour le tympan de conque. Elle dit qu'il y avait une histoire de femme qui avait marqué le village. Une histoire étrange que tout le monde racontait, avec beaucoup de sérieux. Elle avait entendu tant et tant de fois à la table de la salle à manger sous le regard fixe de la tête de biche empaillée qui sortait du mur. Sans son corps, la biche décapitée pour trôner là, dans la salle à manger, ses longs cils comme passés au mascara et à la brillantine.
lubrifié à faire pleurer, brillant de mille feux sous le lustre de la salle à manger, comme s'il fallait chaque soir qu'elle regarde la famille manger sa chair, manger la chair de ses semblables. Croquer là-dedans et s'en foutre partout et couper les gâteaux avec la pelle à tarte façonnée avec sa patte à elle, la biche. Cette histoire-là, elle l'a entendue tant de fois sous le regard fixe de la biche qu'elle n'est plus choquée. Attends, écoute, c'est dingue. Un jour, une femme a mis au monde un enfant. Mais elle ne pouvait pas l'allaiter, car ses seins ne donnaient pas de lait. Elle fit le tour des guérisseuses, elle se fit des décoctions d'ortie, elle mangea des feuilles de mûrier et des racines de bouleau, elle pria des saintes patronnes, elle confectionna une corde qu'elle dut porter autour du cou, elle s'agenouilla devant une statuette plantée dans la roche en bord de mer. Mais rien n'y fit. Elle ne donnait pas de lait. Et puis, une nuit, alors qu'elle était assoupie, son mari se réveilla en sursaut. Il avait cru entendre du bruit. Là, à ses côtés, sa femme dormait paisiblement. Si ce n'était qu'un remue-ménage dans sa chemise de nuit, comme si son âme se détachait de son corps, peinait à s'en détacher, donnant des coups au corps pour la lâcher. Sa chemise bougeait seule, se soulevait même par endroits, prenait une forme sinueuse, comme si quelque chose là-dessous cherchait à s'en sortir sans que la femme se réveille. Le mari souleva la chemise de nuit avec beaucoup de précaution, tu vois, effrayé et silencieux. Il vit là, dans la chemise de nuit, coincé entre la peau de la femme et le tissu blanc de la chemise de nuit, la longue chemise de nuit qu'elle fermait au niveau du cou à l'aide d'un lacet qui là était dénoué, qu'elle avait sûrement oublié de nouer comme elle oubliait de se brosser les cheveux avant de dormir. Il vit là une vipère téter le sein de sa femme. C'est-à-dire qu'un serpent qu'il reconnut immédiatement comme étant une vipère du fait de la forme de son crâne qu'on lui avait appris à reconnaître enfant pour ne pas se faire mordre, pour bien différencier de la couleuvre avec laquelle il pouvait jouer, était suspendu au sein de sa femme, au gros sein blanc de sa femme qui venait d'accoucher mais qui ne donnait pas de lait et tétait avidement comme un nourrisson mordillant le sein même avec passion. Vipère tétait pour boire. Des traînées de lait glissant le long du sein de la femme, de la bouche de la vipère jusqu'au début du ventre de la femme, son ventre encore gros de la grossesse arrondie de l'enfant qu'elle venait de porter, le lait qui traçait comme des sillons délicats, que l'on aurait eu envie, à son tour, de lécher sur ce corps blanc, rond et nu, ce corps d'envie. La vipère tétait le lait. Oui, téter. C'est le verbe que l'on employait quand j'étais enfant. Elle tétait le lait, toute la nuit. Alors au matin, il n'y avait plus rien dans les seins de la femme qui, étrangement, ne se réveillait pas de la nuit. Tout juste poussait-elle quelques soupirs de contentement, des soupirs de désir et d'envie, puisqu'on lui tétait les seins, avec le lait qui traçait des traînées blanches sur l'arrondi de sa poitrine et jusque dans son nombril. Le mari, interdit, rabaissa la chemise de nuit, incapable qu'il était de mettre fin à la scène, de tuer la vipère au risque qu'elle morde le sein de sa femme, arrêté aussi par le désir de voir cette vipère sucer les seins voluptueux de sa femme, au corps arrondi, nu et blanc de lait, arrêté par l'envie de sucer à son tour la voluptueuse poitrine de sa femme, tu vois ? Par des voisins qui, d'un rire gras, disaient comme ça que le mari aurait bien aimé être à la place de la vipère, qui s'était branlé toute la nuit à côté de sa femme, dont les seins gorgés de lait se faisaient avidement vider par la vipère goulue. Ben, c'est bien ce texte au niveau descriptif parce qu'au début j'avais pas trop compris ce qui se passait, puis j'ai fini par comprendre à la fin que c'était une histoire de vipère qui tète le lait d'un sein d'une femme. Non mais il y a un art de l'horreur. Un sein blanc. Mariana Enriquez à côté, c'est petit quoi. Oui, On rejoue la scène d'Hercule au berceau. Mais cette Oui. fois-ci, avec une femme qui a enfanté. Alors, que signifie la vipère ? Est-ce que c'est la reprise du désir C'est la culpabilité aussi. C'est la- Désolé de revenir là. oui. qui avale Ouais. tout le lait. Et tout le texte.
Et tout le texte, ce mot vipère qui revient combien de fois? Ce qui interroge, c'est cette fois-ci, c'est la sexualité de l'homme. Hein. La façon dont... Le voyeurisme. Bref, oui, enfin, c'est... je n'arrive pas vraiment à savoir comment lui se situe. Enfin, c'est... Ah bah c'est de la pure libido Scandy. Ah, vous pensez? Dominandi peut-être. De quelle façon? Mais finalement il maîtrise. L'auteur nous fait croire que non, mais il est dans la maîtrise, non? Peut-être. Est-ce qu'il n'est pas plutôt dans la projection? Ouais, mais dans tous les cas, je pense que... Il est... C'est un... Et vipère, qu'est-ce que ça veut dire vie, monsieur? Oui, bah, vous avez raison, mais d'ailleurs... Vipère, double sexe. Je pense que la Voilà. réponse Donc, se je trouve pense sûrement qu'il est dans le Fabliau, quoi. Enfin, c'est un personnage de Fabliau. Cet homme-là, on l'imagine grave entre eux dans le lit, en train de... Sa belle femme au sein On blanc. voit la gravure, monsieur. Oui. Moi, je vois la Oui. lumière de la bougie où il réalise ce qui se passe sur le sein blanc de sa femme. On le voit empêtré dans cette chemise de nuit. D'ailleurs, C'est- vous avez noté que c'était une réécriture de Vipère au point. Oui. Mhm. Vipère au sein. Vipère Vipère au au sein. sein, oui, c'est ça. Mhm. Hervé Bazin aurait probablement apprécié ce texte. Ouais, bon, Madame au cœur. peut-être. C'est pas grave. Vipère, qu'est-ce que c'est? C'est le père qui vit. Et oui, le père vit quelque Ah, chose. j'y avais pas pensé à ça. Ah oui, Moi, vous pensez j'étais- aux vies. Et moi, je dis, Oh, on s'est compris, Voilà. Bon. Et donc le père voit mais ne fait rien. Et c'est comme si en fait, tant que l'homme ne se vit pas comme un père, la femme ne peut pas se vivre comme une mère. C'est-à-dire que la sexualité de son mari et le fait qu'il ne veut pas devenir père, l'empêche, elle, de pouvoir accéder à Au lait. au lait, Olé. Olé, Olé. Picaresque qui revient. et voilà, à son devenir mère et à la transmission. Ah, oui, c'est intéressant. On est toujours sur la transmission pour moi et l'émancipation impossible. Oui, la transmission qui est bloquée puisqu'on avale le fruit de ce qu'elle est prête à offrir finalement. Et il y a Exactement. toujours un homme dans ce sillon qui vient... Qui n'autorise pas. Mais oui, et qui vient vraiment s'accaparer, extraire cette ressource féminine pour la garder pour lui. Et on a vraiment un double mouvement masculin de cette vipère Oui. qui, de toute Oui. évidence... Comme Mais un comme le cheval. capitalisme Représente pompe les ressources Absolument. de la terre. Et les hommes regardent faire ça. Oui, Et mais la ils femme, elle en a intellectent. pas l'air malheureuse, non? Oh, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle On est n'en sait rien, monsieur Renard. endormie. C'est le premier regard masculin qu'on a. Elle est endormie, elle semble pousser des soupirs, mais que sont-ils ces soupirs? Enfin, moi, on me demande, je n'ai pas envie qu'une vipère s'approche de mon sein, c'est très clair, monsieur. Oui. Voilà. Je peux le comprendre. Écoutez, il me semble qu'on peut également imaginer un autre intertexte. J'ai été marqué par une variation par rapport au précédent. On a là quelques formes d'oralisation. Attends, écoute, c'est Oui, dingue. mais c'est la traduction de l'Heptaméron. Tu c'est vois la Oui. Scheherazade qui raconte et qui Moi, je maintient voyais le nom plutôt les âmes fortes. de Jono. Oui, absolument. oui, c'est- Absolument. On est dans La le... chronique rurale. Oui, on est dans le récit au coin du feu. Mhm. On est entre femmes qui échangent pour conjurer un peu Et d'ailleurs, leur c'est destin. c'est autour d'une veillée On est funeste. funèbre. Funèbre, oui. Oui, tout à fait. Les âmes Mais fortes. c'est une langue contemporaine, le tuvois est quand même extrêmement contemporain. Tuvois, hein. ouais. Voilà, on n'est pas dans Giono avec le Ouais. tuvois, on est dans Oui, mais- le rap presque. On est dans la réactualisation. Ouais, mais, oui. mais tout de même, enfin, on n'est plus dans la... Enfin, ce qui, bien sûr, va dans le sens d'une lecture totalement métaphorique, c'est qu'on est dans le pur récit sur la féminité, en réalité. Il n'y a pas d'expérience dans ce texte, il n'y a pas de réalité, c'est une pure fantasmagorie. Ou alors, il manque quelques éléments que je n'aurais pas perçus, qui nous donneraient une indication supplémentaire. Enfin, je fais référence au précédent texte, là, d'un point de vue intratextuel. Je ne sais pas exactement comment ce texte s'articule avec les précédents, parce que j'ai lu ce livre il y a quelque temps déjà. Mais, On parle beaucoup d'animaux, hein. oui, Il y a oui. vraiment une obsession de Chien, cet vipère, animal enfin, voilà. qui vient symboliser Vipère. notre possibilité humaine finalement. Moi, j'ai beaucoup pensé au mythe de Mélusine, quand même, non? De Médusa, Mélusine. la sorcière. Non, la femme qui se transforme en serpent quand elle est dans sa salle de bain à l'abri des regards. Non? Vous l'avez pas? Non. Personne ne l'a? Quelle Mélusine?
Celle de personnage légendaire, 3ème B. Mélusine La Chapeau. fée Mélusine qui se transforme en serpent à l'abri des regards. Elle existe, la fée Mélusine. Et donc j'ai l'impression qu'on a une variation contemporaine autour de ce motif. Et c'est également un mythe érotique. Mais bien sûr. Et puis d'ailleurs, le Fort Boyard l'a bien repris Oui, dans tout à ses fait. dans ses cachots. Tout à fait. C'est toujours des femmes qui sont envoyées pour aller découvrir les indices sous Je les pensais corps. que vous connaissiez Mélusine, c'est un mythe du Moyen-Âge. Non, moi je connais Médusa, dont les cheveux sont des serpents et viennent justement par le regard pétrifier l'homme. Ouais. On est toujours dans le regard, mais Mais inverse. Mélusine, c'est pas justement qu'elle demande à ses maris de ne jamais la Voilà, regarder. exactement. C'est plutôt Oui, le regard donc c'est trahi. pour ça qu'on Il y a est toujours dans l'antithèse de Mélusine ici. Oui, c'est toujours un Ouais. homme qui trahit cette parole Voilà. donnée et qui vient regarder ce qu'il ne doit Exactement. pas voir. Exactement. Par le trou de la serrure de la salle de bain. Voilà, exactement. Il vient vérifier. Hmm. Donc la parole n'est pas crue. Absolument. Et donc la femme se transforme en serpent parce que la parole n'est pas crue. Oui. On peut se dire, est-ce qu'elle se transforme vraiment en serpent si personne n'est là pour la C'est le chat de... Voilà. Voilà. Schrödinger. Exactement. Je l'ai pas fait. Non. Mais ça ne se solde Vous pas voyez du tout que la par cette référence horreur. était, C'est un texte était quantique bonne. alors. Elle est parfaite. Et quand même, on commence ce texte par cette biche, qui est quand même l'idée de... Encore un animal, hein. Voilà, qui est dépecée, mise au vu de tout le monde et Comme le utilisée. Lubrifié à faire pleurer. Lubrifiée à faire pleurer. La tête, la patte, les cils pleins de mascara. Vous allez relire tout le texte? Non, Non, mais d'accord. Mais en même temps, c'est un tel plaisir de le relire, de le garder Quand même, c'est beau. en bouche et de téter ce texte toute la nuit. Carole Si- Boinet, oui, monsieur vient. Oui, si je ne devais garder qu'une seule phrase de ce texte, ça serait la première et très longue phrase du dernier paragraphe, où on a vraiment tout le mouvement, on accompagne le regard de l'homme, on accompagne le désir de l'homme. C'est une phrase qui est mieux construite que l'ensemble du texte. Vous sous-entendez que le texte est mal construit? Pas du tout. Dur, là, c'est dur, là. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Enfin, c'est tout simplement que là, on sent qu'elle arrive au moment d'accomplissement, enfin, en tant qu'autrice. Enfin, il y a, le texte respire un peu. Ouais. Enfin, il y a un peu plus de sens à ce moment-là. Quoi, dans Il est le- plus libre. La chemise bougeait seule, il est plus. Oui, voilà. D'autonomie dans la. C'est un récit enchâssé, quoi. Oui. Voilà, tout Et simplement. on sent que tout le reste du texte n'est fait que pour ramener cette phrase. Tout le reste du texte est superflu. Enfin, c'est vraiment ce paragraphe qui nous entraîne dans ce cauchemar J'aimerais fantasmagorique. qu'on vienne un tout petit peu sur la question du gaze, parce que moi je ne sais pas à quel point de vue est écrit ce texte. Mais Pas celui, le duck, non? celui du mari, mais finalement, elle le dépasse, parce que vous voyez, il a écrit « Le mari interdit, rabaissa la chemise de nuit ». En fait, le mari est cancel dans son regard désir. Il se fait plaisir aussi. Il se fait plaisir, mais finalement, la narratrice passe au-dessus de ce gaze pour dire qu'il est cancel, il est interdit. Oui, donc c'est le cancel du plaisir érotique. Exactement, et elle se ressaisit Lui enfin franchit de sa l'interdit, puissance. elle remet la porte. Exactement. La porte par le texte, la porte du texte. Et Et le corps social le trou de la serrure se est moque de lui, bouché. maintenant. Absolument. Bien, je crois que Carole Boinet, journaliste, rédactrice en chef des Inrecuptibles, nous a régalé avec nous a enthousiasmé avec son roman L'Enthousiasme, Vous avez étonné. paru chez Stock en cette rentrée littéraire. J'espère que vous irez l'acheter, le livre, intégralement. Un poème. Et puis surtout, retrouver, je pense, retravailler notre sexualité à tous à travers ce livre. Oui, parce qu'il est temps qu'on... Trouver. Voilà. Ouais. Voilà. Gilles Vien, Catherine Hacker, Christine Foin, Adal Gonstrolard et moi-même, Jacques-Emmanuel Mirliza, pour cette deuxième émission d'Encre Halogène de 2026. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, et à bientôt. Une émission présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. Produite par France Duftur. Encre Halogène.